Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et alors, j'aimerais bien savoir, vous qui êtes là en direct, si vous avez 44 milliards à me donner ou prêter, voilà. Parce que moi, j'aimerais bien aussi acheter Twitter comme Monsieur Elon Musk, vous savez. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que ça, c'est l'affaire qui a fait un grand boom encore dans notre monde numérique, c'est que Elon Musk est prêt, enfin, il n'est pas prêt. Il a réussi à forcer la main, d'ailleurs, aux actionnaires de Twitter pour racheter cette entreprise fort célèbre, vous savez, le petit cuicui qui existe depuis un certain nombre d'années, dans lequel on peut justement publier en direct des fameux tweets de 240 caractères. Maintenant, ça avait doublé, c'était encore plus petit. L'expression en direct du monde numérique. Et alors là, évidemment, Elon Musk est vraiment celui qui nous surprend à chaque fois. Il est vraiment en train de détrôner, d'ailleurs, Steve Jobs, qui était quand même aussi la grande figure de ce monde numérique de la Silicon Valley, parce qu'il n'est pas à son premier fait d'armes. PayPal, évidemment SpaceX, Tesla, et là, boum, il rachète Twitter. Donc c'est quelque chose de très puissant, et je pense qu'on est tous encore un peu sous le choc, et voilà. J'aimerais juste un peu réfléchir avec vous sur ce sujet-là. Parce que moi déjà, plus un quand même sur cette opération, parce que d'une certaine manière, il veut ouvrir Twitter et il en appelle à la démocratie. Alors moi, dès qu'on en appelle à la démocratie, évidemment, tout de suite, cœur sur la main, je dis vraiment, c'est vraiment une bonne chose. Par contre, là où c'est un peu plus inquiétant, c'est qu'en même temps, notre ami Elon Musk, c'est quand même un libertarien, donc c'est le côté, la liberté avant tout, avant toute chose, quelles que soient les conséquences. Alors moi, je suis plutôt un conséquentialiste. Je considère quand même que les conséquences de ce qu'on fait sont des fois plus importantes que la liberté. On a tous la liberté de foncer sur les gens en voiture, peut-être? Non, non. Voilà, vous voyez un peu, la liberté, elle s'arrête aussi un peu sur les conséquences que ça peut donner. Et puis il y a une deuxième dimension, moi, qui me pose question. C'est qu'en fait, tout d'un coup, je me suis dit, waouh, j'avais une phrase que je disais dans le temps, je disais nouvelle économie, on appelait ça comme ça dans les années 2000, et je disais nouvelle économie, vieille ficelle. Et les gens me demandaient qu'est-ce que je voulais dire à travers ça, alors qu'en plus j'étais en plein dedans, donc notamment je ne devais pas critiquer, je n'avais pas le droit de critiquer la nouvelle économie. Vous savez, des fois je suis un peu la gratter là-dessus. C'était pour dire qu'en fait, on retrouvait les mêmes fonctionnements que ce que justement dans l'ancienne économie, qui n'était pas toujours très glorieux. Et par exemple, là, si on regarde, aujourd'hui, par exemple, en France, voilà, éloignons-nous un peu de Twitter, on n'arrête pas de dire qu'il y a un problème sur la presse parce qu'elle est détenue par trois magnats qui sont des gens, des milliardaires. Donc on a Bolloré, Neil, Arnaud, et ces gens-là, ils détiennent Le Monde, Les Échos, etc., CNews et tout ça. Et qu'est-ce que ça fait? Oui, il y a même eu des lois dans les années 80 pour empêcher ça, où en fait on n'avait pas le droit en tant que personne privée, même si on était très riche, de détenir des médias nationaux. Ça, c'était en France, parce que justement, ça posait des problèmes de distorsion. Donc ça, c'est la bonne vieille époque giscardienne, faut revenir à cette époque-là, que la gauche avait un peu enlevé. Puis on a détricoté ça doucement, parce que vous comprenez, il faut de l'argent face aux trucs internationaux. Puis aujourd'hui en France, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a une presse qui est semi-libre, très orientée, ou en tout cas qui, par rapport à certaines personnes, les intérêts très forts, évidemment, elle a sa couleur. Bon, on le voit très bien avec Bolloré et CNews. Alors là, il a même été capable de pousser son candidat Zemmour, comme on l'a vu avec Trump à l'époque, vous savez, avec les chaînes qui étaient aussi de son côté. Et Twitter était d'ailleurs pas très loin de Trump. Vous voyez le lien qu'il y a? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on trouvait trop démocratique, mais quand un milliardaire détient la démocratie, est-ce que c'est vraiment une démocratie? Je me pose la question. Alors, du coup, Elon Musk, par contre, c'est quelqu'un de surprenant. Donc, il peut toujours nous surprendre. La première question, c'est quel business model il va mettre sur Twitter? C'est ça, personne ne sait. Aujourd'hui, Twitter perd de l'argent. Là, il en a gagné parce que, justement, elle a revendu un peu les bijoux de famille sur, finalement, la partie qui était la monétisation des AdWords, des ads, c'était pas les AdWords, ça c'est Google, qu'elle avait. Donc, une boîte qu'elle a revendue plus de 500 millions. Donc ça met un peu d'oxygène un peu dans un bilan. Mais en vrai, elle est toujours déficitaire. Quel angle aussi il va prendre sur les features? Parce qu'on sait qu'il avait des idées très claires là-dessus. Par exemple, et c'est marrant parce que, vous savez, je suis un homme produit, donc la question du détail du produit, pour moi, a toujours de l'importance. Est-ce qu'on peut éditer un tweet ou pas? Combien de fois, moi, j'ai eu envie, j'ai fait une faute d'orthographe, je veux modifier un tweet. Très bien. Mais c'est pas pareil de modifier une faute d'orthographe, ou là, de bonne foi, je veux éviter de passer pour un gnou-gnou, que si, par contre, vous allez faire un truc, il y a un certain nombre de commentaires, et puis vous le changez. Vous voyez, tout de suite, le fameux edited, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon. Quelle relation il va avoir avec la loi? Parce que là, déjà, il a commencé à entrer dans l'arène en disant « Moi, fini, de toute façon, il n'y aura pas, justement, de censure, parce que moi, je suis là pour protéger la liberté. »
Enfin, je rappelle que Trump a été sorti parce qu'il a quand même provoqué plus ou moins une insurrection aux États-Unis, hein, quand même, hein, le Capitole. Il ne faut pas oublier que Trump l'a poussé à un moment donné quand même à travers Twitter. Là-dessus, il y a des études assez claires. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, jusqu'à la loi? Et puis, et quel rapport il aura avec l'Europe? Parce que ça tombe en même temps, la même semaine. Merci, moi j'adore quand même vraiment le scénariste du numérique, il est comme ça, où en fait l'Europe a mis en place le DSA, vous savez, le Digital Service Act. Donc alors c'est encore un sujet, alors j'ai pas eu le temps de l'aborder un peu dans les lives, après le DMA dont j'avais beaucoup parlé, c'est qu'effectivement c'est pour justement contrôler les plateformes, pour qu'elles arrêtent de dire « Ah mais moi je suis juste hébergeur, hein, tout ça c'est pas mon problème ». Or, il y a des problèmes derrière, des incitations justement à la haine, des incitations à la violence, qui peuvent aboutir justement à des effets de masse. Et on sait que l'humain est un mouton pas toujours très intelligent, et que là, les réseaux sociaux, ce qu'ils ont de magnifique en termes de capacité quand on co-construit quelque chose, ensemble, de positif, c'est calamiteux quand on fait quelque chose de négatif. Quand on se jette, vous savez, le phénomène bien connu du bouc émissaire dans la récré. Et là, l'humain, il n'est pas très glorieux dans ces cas-là. Et encore plus, comme sur Twitter, quand il se cache derrière un pseudo. Parce que alors là, il est non seulement pas glorieux, mais il est en impunité totale. Et on voit bien ce que ça donne, cette espèce de violence, cette haine qu'il peut y avoir autour. Donc là, il y a eu le DSA qui veut mettre justement des contrôles là-dessus, pour qu'on sache qui est derrière, pour qu'on puisse arrêter justement très vite des tweets, par exemple pour parler de Twitter, mais ça s'applique à tous les réseaux sociaux. Mais là, si Elon Musk arrive en disant « Oh non, mais tout ça, c'est pas un problème, moi c'est la liberté avant tout », comment ça va se matcher ça? À quel moment est-ce qu'il va se conformer à la loi européenne? Alors là, on va avoir un gros combat, je pense assez intéressant, parce que lui, il va aller assez loin, hein, et surtout qu'il a sorti justement Twitter de la bourse, parce qu'il va le racheter cash. D'ailleurs, c'est une habitude hein, aujourd'hui hein, dans les milliardaires américains. Il faut voir que Michael Dell a fait la même chose pour Dell. Il a racheté la boîte qu'il a mis en bourse pour pouvoir avoir une autonomie de stratégie. Donc c'est la même chose avec Elon Musk. Donc on voit que même la démocratie capitalistique, qu'on va appeler la bourse, pour le meilleur, pour le pire, même si c'est pour effectivement cette logique justement d'essayer d'avoir des effets comme ça de croissance, je mets de l'argent, un peu un effet casino, hein, on va dire, qu'il y a derrière justement la bourse. Mais là, effectivement, ils sortent pour pouvoir être en impunité totale, au sens du rapport, justement, à la démocratie externe de la loi, la démocratie, y compris capitalistique. Donc c'est hyper intéressant comment notre société, qui aspire à plus de démocratie d'un côté, hein, j'ai commencé par ça, se retrouve avec son média le plus démocratique, moi en plus je suis beaucoup sur Twitter, à être dans les mains de quelqu'un qui, lui, considère qu'il est la démocratie. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'une personne est la démocratie? Ça, je me demande. On se rapproche d'ailleurs bientôt du bac de philo. Hein, donc là, ça va donner du grain à moudre pas mal à tous nos étudiants, mais aussi pour vous, parce que je pense qu'on est au cœur des sujets qui font notre société. Quelle place le numérique va donner par rapport à cette élection démocratique? Voilà, on est bien loin des questions justement qu'on pourrait imaginer autour du business ou du numérique. On est vraiment dans des questions fondamentales. Et c'est là où on voit que le numérique a pris toute sa place dans notre monde d'aujourd'hui. Et on a justement notre trublion Elon Musk qui est venu justement bousculer le jeu de tout ça. Voilà, c'est aussi ça, ce qui se passe dans le numérique, c'est ces espèces de surprises qu'on peut avoir par des personnes qui ont quand même, je le rappelle, 44 milliards à mettre pour ce genre de décision. Je ne sais pas pour vous, ça me paraît quand même big, c'est pour ça que c'est quand même colossal. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.